Je suis née accidentellement à Paris parce que ma famille est lilloise et ils sont venus pendant 3 ans pendant la guerre. Je suis née à ce moment-là, enregistrée à la mairie du 14e, qui est devenue ma mairie actuellement. J'ai donc bouclé la boucle. Je suis la dernière de 5 enfants. Ma sœur aînée avait 15 ans de plus que moi. Et nous avons habité Lille, et puis ensuite Los, qui est la banlieue de Lille. Et ça m'arrivait à Los à peu près quand j'avais 8 ans, et là ça a été le bonheur, parce que c'était dans un groupe de propriétés qui appartenait à un de mes oncles, et ça faisait un très grand espace de jardin merveilleux, avec une bande de cousins, et ça a été des années vraiment merveilleuses. Et mes parents étaient des gens vraiment exquis, et tous les gens qui sont passés dans notre maison rêvaient d'y venir, d'y rester, et nous étions très très heureux avec eux. C'était chaleureux. Très chaleureux, très tendres, très indulgents. Tout le monde avait les cousins, tout le monde serait venu chez nous, tellement ils aimaient ce climat qui était exceptionnel même, je trouve, à leur génération. Vous baignez dans l'amour. Ah oui. J'entendais mon père tous les jours. Ma mère s'appelait Regina, il l'appelait Gina, comme ma fille, que j'ai appelée Regina à cause de ça. Et tous les jours, je l'ai entendu dire à midi, Gina, c'est le meilleur repas que j'ai fait de ma vie. Ben, ce que j'ai entendu par la suite ne ressemblait en rien à ce genre d'atmosphère. Alors, sorti de là, moi j'avais l'impression que je ne rencontrais que des palefreniers. Alors, c'était dur. Je les appréciais tellement que j'avais très peur qu'ils meurent. Ça me hantait, ça. Ils étaient très très gentils avec moi. Enfin, ils me taquinaient, mon frère me taquinait beaucoup. Mais j'avais des besognes intéressantes. J'étais chargée de plier sa serviette à table, de m'occuper de mettre des ronds de carottes dans ses pots de tabac pour qu'ils soient frais. Et puis je ne sais plus quoi, j'avais des petites besognes comme ça pour lui. Et vous faisiez ça Et alors quelquefois il me donnait même quelques sous. C'était mon salaire. et vous faisiez ça de bonne grâce. Ah oui, parce que d'abord je l'admirais. J'avais une admiration folle pour lui. Je le trouvais superbe. Et puis il m'intimidait un peu. Mais il était très taquin. Très taquin. Alors, il avait combien d'années de plus que vous? 10 ans. 10 ans. Un jour, Max tapait à la porte de la salle de bain de ma mère. Il avait 18 ans, j'avais donc 8 ans. Et il disait, maman, je dois aller à Lille, je suis en retard, je t'en supplie, donne-moi de l'argent. Et maman lui disait, Max, je t'ai donné de l'argent hier, tu n'en auras pas aujourd'hui, il n'y a rien à faire. Et Max pleurait presque, en disant, mais maman, aujourd'hui c'est très grave, je t'en supplie, donne-moi de l'argent, aujourd'hui j'en ai besoin pour partir, je suis en retard, je t'en supplie, maman, donne-moi de l'argent. Et il était dans un état fou. Et alors moi, bouleversé de voir mon grand frère dans cet état, j'avais une tirelire qui était une pomme en céramique. J'ai cassé ma pomme, j'ai pris tout l'argent et puis j'ai dit, tiens Max. Et il m'a jeté ça à travers la figure en disant, qu'est-ce que tu veux que je foute avec ça? Et pour moi, ça a été horrible. Parce que premièrement, je ne pouvais pas sauver mon frère. Deuxièmement, ce que j'avais toujours considéré comme un trésor fabuleux, eh ben c'était rien. Alors j'ai pleuré, pleuré. La déception. Mon frère est parti à Lille. Il a dû avoir des remords dans la journée. Et le soir, dans ma
certain bal, j'ai trouvé un petit chien en ivoire qui m'a enchanté, que j'ai toujours. Il y a eu des remords terribles, certainement. Et avec vos sœurs, comment c'était? Alors, avec mes sœurs, ma sœur Odette, c'était une intellectuelle, ça a toujours été une intellectuelle, super douée, une très grosse tête. Elle a été à la recherche scientifique, elle dirigeait un laboratoire à la faculté de médecine. Mais elle était très timide, très froide, ravissante, mais n'ayant aucune confiance en elle, se trouvant moche. Et je l'aimais beaucoup, je l'admirais, mais toujours je m'ennuyais avec elle. C'était un peu triste et ennuyeux. Après ça, il y avait ma sœur Zette, qui avait 5 ans de plus que moi, et ça, c'était un amour. Toujours partante, ayant des tas d'idées originales, absolument adorables. Je l'adorais, littéralement. Et on riait comme des folles, nous avions la même chambre. Et je ne sais pas pourquoi, les domestiques l'appelaient Sa Majesté. Je ne sais pas pourquoi. Elle avait un peu le type espagnol, comme ça. On l'appelait l'espagnolette et elle était fort mignonne. Donc vous jouiez plutôt avec Z. C'était Ah oui, j'étais avec... compagne de jeu. Oui, nous étions plus Plus proches, mais différentes quand même. Celle dont j'étais la plus proche, c'était ma sœur aînée, celle qui s'est mariée à 20 ans, et que j'ai retrouvée par la suite, parce que bizarrement, j'étais chez elle quand j'ai eu les jumelles. Et alors, ma sœur aînée, c'était fabuleux, c'était l'entente sur tous les plans, surtout sur la littérature, la peinture, la musique, les livres, tout. Comment Et c'était son prénom? Yvonne. Yvonne. Et c'était un être extraordinaire. Quand la famille finalement est venue à Paris, donc c'était en quelle année? C'était en 1932, ou 31, je crois, 31. Et j'ai été en classe au cours du Paulou. Et malheureusement, mes parents n'avaient pas réfléchi. Nous sommes arrivés en décembre à Paris. Et c'était l'année du Bachot. Je suis entré au cours au 2e trimestre. Et dans le Nord, j'étais dans les bonnes élèves. Mais là, dernière dans toutes les branches. Et on ne voulait même pas me présenter au Bachot. Alors j'étais prise à désespoir épouvantable. En plus, n'ayant plus aucune amie à Paris, je m'ennuyais pendant les week-ends terriblement. Mais alors j'ai travaillé comme une forcenée, je l'ai quand même eu, mais c'était la première partie du bac, ça a été dur. Après, ça a été très différent parce que j'ai eu des amis à Paris et ma vie est devenue très agréable. Quand j'ai eu mon bachot, alors je suis entrée à l'école d'art et publicité rue de Fleurus, qui s'appelait la Cinémathèque. C'était Monsieur Auger qui était directeur. Et ça préparait au professorat de dessin. C'était 3 ans pour avoir le diplôme. J'ai fait 1 an, mais c'était 8h, midi, 2h, 6h, devoir pour le lendemain. Et toutes les techniques. La sculpture, le modelage, les natures mortes, le modèle vivant, la gravure, la publicité, les maquettes de théâtre, toutes les formules de dessin. Et à la fin de cette année-là, je me suis dit, je ne veux pas être professeur, je veux faire de la peinture. Et avec une de mes amies, nous sommes entrés à l'Académie Julian, qui était rue de Berry à ce moment-là. C'est là que j'ai dû faire ce tableau, probablement. Donc là, vous aviez décidé finalement de ne pas opter pour le professorat et Oui. vous vouliez faire que de la peinture. Que de la peinture. Et alors après, j'ai fait les galeries des Beaux-Arts pour le dessin. Ça durait 2 ans et ça se terminait par un concours où j'ai été première avec Monsieur Poujon comme professeur.
ça m'a beaucoup intéressé. Et puis après, je suis entrée dans l'atelier de Maurice Denis, introduite par ma cousine Françoise Paladil, qui était cousine de Georges Desvallières, qui était également professeur aux ateliers d'art sacré. D'accord, donc là c'était un atelier d'art sacré. C'était place Furstenberg, à côté du musée de la Croix. Et j'ai beaucoup aimé ces années-là. Dans l'atelier de Maurice Denis, nous n'étions pas tellement nombreux et c'était assez familial. Il y avait des pots, il y avait des fêtes, il y avait le père Carré qui venait donner des conférences. Il y avait toute une vie de l'atelier où on était proches finalement. Et comme j'étais entré là par une de mes cousines qui était la cousine de Desvallières, j'étais très intégré dans tout ça. Et on était proches les uns des autres. Comment il était, Maurice Denis? Je ne l'aimais pas beaucoup. J'aimais beaucoup mieux Georges Desvallières, qui était enthousiaste, chaleureux. Et Maurice Denis était glacial, très très froid et assez caustique. Mais je trouvais que ce qu'il disait sur la peinture était intéressant quand même. Et ce qui est curieux, c'est que ma première émotion en peinture, ça a été d'abord au musée de Lille, le tableau d'après Raphaélite qui s'appelle je ne sais plus comment, on voit Ophélie dans l'eau à moitié noyée dans sa rivière avec les pierres de toutes les couleurs. J'avais adoré ce tableau. Et puis j'ai vu une exposition Maurice Denis quand j'avais pas 10 ans et dont je me suis souvenu toujours. Parce que ce qui m'avait beaucoup plu, c'est qu'il donnait une sensation de luminosité extraordinaire dans ses tableaux et qui rendait cet effet par simplement l'opposition des chauds et des froids. Alors que moi j'avais l'impression que quelque chose qui était très éclairé, c'était quelque chose de clair, et quelque chose qui était dans l'ombre, c'était quelque chose de très foncé. Lui, pas du tout. Quelque chose de très lumineux, c'est quelque chose de jaune clair, et quelque chose de complètement dans l'ombre, c'est bleu ciel. Et c'est vrai, si vous les mettez l'un à côté de l'autre. Et ça m'avait captivé, ce jeu-là de la lumière chez lui. Toute petite déjà. Vous aviez pas 10 ans. Et c'est curieux parce que dans mon couvent des Bernardines du Nord, j'ai retrouvé sur un bulletin, on disait a le goût du beau et l'expression facile. C'est drôle, il y avait mis ça. Alors ça, je me rends compte que j'avais des sensations très très violentes d'esthétique, ça c'est sûr, que je pouvais difficilement analyser. Et comme j'étais élevé avec des cousins qui étaient tout à fait du milieu industriel, et ce qui n'était pas mauvais pour moi, qui était trop dans le rêve, ils étaient eux dans la réalité. Des réflexes extrêmement rapides, très adaptés, très adroits manuellement. Mais ils n'avaient pas du tout d'imagination. Alors par exemple, mon petit Serain était mort et j'ai écrit les mémoires de mon petit Serain. Ils étaient persuadés que j'avais copié ça dans un livre, ça. Et ça leur venait pas à l'esprit du tout. Tu te rends compte, Marcel, tu l'as copié dans un livre. Et puis alors, on allait à la grille du jardin et on regardait dans la rue. Et je leur disais, si on se sauvait, qu'on faisait le tour du village, l'os. Et ils me disaient, c'est pas folle, Marcel, c'est beaucoup moins beau que le jardin. Alors là, je sentais tout d'un coup sur une autre planète. Et est-ce que vous pouvez nous raconter maintenant un petit peu l'ambiance dans l'atelier d'André Lotte? Alors, dans l'atelier d'André Lotte, nous étions très nombreux. Il y avait des étrangers. Je me souviens qu'il y avait une jeune dame ravissante qui était une madame Schlomberger.
qui avait des yeux d'un bleu extraordinaire. Mais je ne connaissais pas le nom des autres. Je me souviens du nom du massier qui s'appelait Poliakov, mais qui, je crois, n'avait rien à voir avec le peintre. Et qui peignait lui-même, d'ailleurs, je crois. Et bien, on était très loin les uns des autres, et quelquefois les corrections d'André Lotte m'agaçaient, parce que souvent il mettait de sa chère couleur rose mauve que je détestais. Il en mettait beaucoup. Alors il corrigeait nos tableaux en mettant du rose mauve, et ça m'énervait. Mais ce qui était très sympathique chez lui, c'est c'était un cubiste. Il nous expliquait le cubisme. Pour nous expliquer le cubisme, il prenait un tableau d'Ingres et il nous disait, mais c'est du cubisme. Regardez là l'ombre. L'ombre sur cette chair de femme ne pouvait pas avoir la forme de ce triangle. Il l'a complètement simplifié, etc. C'est pas du tout la réalité telle qu'il l'a vue, c'est la réalité transformée déjà à ce stade qui est considéré comme entièrement figuratif. Nous sommes du même bord, lui et moi, Ingres et moi. Il était très très amusant, plein d'esprit. Vous y êtes resté combien de temps dans son atelier? 2 ans. Et puis, en 1938, une de mes amies, Denise Amoir, qui était la sœur de mon amie Anne-Marie Amoir, que j'avais connue rue de Fleurus, et qui faisait de la peinture aussi, m'a proposé, et j'ai été sélectionnée avec un groupe d'étudiants des Beaux-Arts pour aller faire des fresques au Progrès Social, à l'exposition du Progrès Social à Lille. Et nous faisions des fresques, on juchait sur des échafaudages, on travaillait comme des bêtes de 8h du matin à quelquefois minuit, mais c'était le rêve. Comme atmosphère, c'était très gai. J'ai absolument adoré, et je pensais que ma vie s'orientait de façon magnifique, parce que l'année d'après, cette exposition devait avoir lieu à Rome, l'année d'après à Strasbourg, l'année d'après à New York, et nous aurions été un groupe d'étudiants des Beaux-Arts itinérants à travers le monde. Oui, c'était fabuleux. Le rêve. Nous étions grassement payés, en plus. C'était très gai comme atmosphère, tous ces étudiants. Et là, je me suis fiancé avec Aldo Travaglini, qui était italien et qui était architecte. Il venait d'avoir son diplôme. Mais la guerre est venue mettre le pastis dans tout ça. Le directeur Iriard, qui était à Air France, a été tué un des premiers. Son second, maréchal, a été fait prisonnier. L'exposition du Progrès Social a été sous-scellée pendant 15 ans. On ne sait pas ce que c'est devenu. Les étudiants ont tous été tués, déportés, etc. Et vous aviez quel âge, vous, à ce moment? Et là, j'avais donc 23 ans. 23 ans en 38, oui. Et vous étiez toujours chez vos parents? Et j'étais chez mes parents, mais alors nous sommes partis nous réfugier en Normandie au moment de la guerre, près de Dieppe, chez mes cousins à Vancouverberg. Et nous étions tout un groupe du Nord, là, chez eux. Et nous sommes partis de là en exode quand les Allemands sont arrivés, ont bombardé Dieppe et sont avancés là en Normandie. Et nous nous sommes réfugiés, nous étions 31 en exode. Et nous nous sommes réfugiés en Vendée. Et alors... Ils étaient rentrés, vos parents? Ah non, alors, mes parents sont morts
alors que nous étions réfugiés près de Dieppe. Mon père est tombé mort sur la route d'une crise d'angine de poitrine et ma mère a eu un choc épouvantable, elle ne s'est jamais remise, elle est morte 3 mois après. Et ça a été un moment, alors j'ai cru devenir folle, moi, parce que vraiment je les adorais. Oui, depuis que vous êtes toute petite, vous dessinez. Toujours. Ah oui, toujours. Est-ce que vous vous souvenez de votre premier dessin? Mes premiers dessins, c'était des paysages que j'ai faits dans les Hautes-Pyrénées chez des cousins, près de Tarbes. J'ai dessiné énormément dans leur jardin. Et puis alors, les premiers dessins, c'est dû à ce professeur que je n'aimais pas tellement, Mademoiselle Molivrier, qui était quelqu'un qui avait un goût merveilleux, ça je lui rends cette justice, et un sens de l'esthétique. Et nos premiers dessins, elle a pris des feuilles qu'on appliquait sur le papier et on dessinait le contour autour des feuilles. Et moi, ça m'a fasciné parce que je me suis rendu compte à quel point c'était beau une feuille. Et je me souviens cet émerveillement que j'avais en faisant le contour de ces feuilles. Ça a été vraiment les premiers dessins. Ça a été ça. Vous aviez quel âge? Oh ça, on avait 6 ans, 7 ans. Et puis, après, à ce moment-là, je me suis mise à dessiner des petites danseuses qui avaient des tutus de couleurs différentes et je découpais dans du papier une ombrelle de la même couleur que je passais dans leurs bras. Et je donnais ça à tous les gens que j'aimais bien. Les gens me disaient merci, mais ils le jetaient certainement au panier 5 minutes après. Mais j'en ai donné à mon oncle Gustave, qui était peintre et musicien, et lui, ça l'a absolument emballé, en disant « Ah ça, celle-là, elle a vraiment quelque chose à dire ». Et ça m'avait fait un plaisir qu'il réagisse comme ça. Il m'encourageait beaucoup à faire ces petites danseuses. Est-ce que c'est quelqu'un qui vous a marqué, votre oncle? Il m'a marqué parce que justement dans ce jardin de Los, il y avait chez mes cousins Bigot une roseraie absolument extraordinaire qu'on a publiée très souvent dans Plaisir de France et ces choses-là. Et un jour j'arrive dans cette roseraie et je me dis en dehors de l'odeur des roses, il y a une odeur que j'adore, mais qu'est-ce que ça peut être? Et c'était l'odeur de peinture à l'huile. Et mon oncle était en train de peindre. Et ça m'a bouleversé de le voir peindre. J'ai jamais oublié ça. Là, vous aviez quel âge? Là, je devais avoir 8 ans. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre dans votre entourage familial qui vous a marqué? Oui, mon oncle Léon avait fait les beaux-arts à Paris, dans l'atelier de Léon Bonnat. Et il partageait un atelier avec un étudiant qui était tuberculeux et qui lui a passé la tuberculose. Et alors mon oncle, alors du coup, il ne s'est pas marié, etc. Et il vivait à Bruxelles avec ma grand-mère et il est devenu portraitiste de la famille royale de Belgique. Et il a fait une quantité de portraits dont j'ai quelques photos, malheureusement très peu de noms. Mais il vivait comme ça, assez chichement je dois dire. Mais il avait une technique de la peinture extraordinaire et m'écrivait des lettres interminables en m'expliquant les couleurs qui étaient stables, qui ne l'étaient pas, qu'il ne fallait pas mélanger, etc. Il faisait des copies d'anciens, il a fait des copies de tableaux de Rembrandt. Quand il avait fini, qu'il avait passé le vernis final et qu'il avait attendu que le vernis réagisse et se patine, c'était vraiment à s'y tromper. C'est extraordinaire. Et est-ce que dans votre enfance, il y a d'autres personnages qui vous ont marqué, qui vous ont impressionné?
ou influencé? Impressionné. Mon oncle Omer Bigot, qui était PDG des imprimeries Les Petits-Fils de Léonard Danel, était un homme extrêmement violent, assez prétentieux, mais qui était un brave homme dans le fond. Et il était capable de faire des choses très gentilles. Par exemple, il m'envoyait, pendant des années, il m'a envoyé son chauffeur pour m'emmener en classe. Et je faisais la route avec lui. Et tous les jours, il regardait sa montre et il me disait à quelle heure se levait le soleil. Et je ne sais pas pourquoi, ça m'enchantait qu'il disait ça. Puis on regardait ce soleil rouge qui se levait sur la plaine du Nord. Et finalement, c'était un homme qui avait besoin de mouvement et d'air. Et quelquefois, je me fais penser à lui. Parce que quand je suis arrivé à Paris, avec mon père, nous étouffions. On allait faire le tour du pâté de maison parce qu'on manquait d'air à Paris. Et je pensais souvent à mon oncle. Et tous les jours, il allait donner à manger aux canards dans la pièce d'eau. Et il disait, qui veut venir avec moi donner à manger aux canards? Mais ça ennuyait tout le monde. Et moi, j'y allais. Ça me plaisait. Ces canards blancs avec des becs jaunes, j'ai trouvé très jolis. Et j'aimais leur donner à manger. J'aimais déjà follement l'eau. Les arbres et l'eau. C'est certain que j'ai une attraction pour l'eau extraordinaire. Ça ne passe pas avec l'âge. J'ai le même plaisir quand j'entre dans l'eau que quand j'avais 20 ans, c'est pareil. Mon premier bain, je l'ai pris sur les épaules de ma sœur Yvonne, à Saint-Valery-en-Caux, où nous étions en vacances pendant la guerre. J'étais sur ses épaules, avec un petit costume de bain vert et un bonnet de bain rouge, et nous sommes entrés dans la mer. J'oublierai jamais ça. Un bonheur absolument indicible. Dans les années très dures, où je travaillais beaucoup, où j'avais très peu de vacances et pas toujours le moral, j'arrivais comme une pile électrique à la piscine et je ressortais, cheese, calmé. Le premier travail que j'ai trouvé, c'est un de nos amis, le professeur Laplane, qui a pu me prendre comme secrétaire médical dans un centre d'embauche de chômeurs. Et c'était près de la place de la République. C'était l'après-midi. Et le matin, j'allais déjà chez André Lotte. Et c'est un très bon souvenir parce que le docteur Laplane était un être merveilleux. Et on avait des fous rires terribles avec nos chômeurs parce que naturellement il y avait des histoires rocambolesques avec eux. Et ça a marché comme ça pendant un peu plus d'un an. Et puis il y a eu de moins en moins de chômeurs, ce qui a été affreux parce que c'est nous qui sommes devenus chômeurs. Et alors là, j'ai cherché une situation. Et je circulais à bicyclette à ce moment-là, mais comme il n'y avait plus de pneus, chaque fois que je partais en bicyclette, je recouvrais mon pneu de morceaux de sparadrap. Alors c'était assez folklore comme équipage. Et c'est dans cet équipage-là que j'ai débarqué aux usines Aéra, où j'ai été reçu par le directeur, qui m'a fait passer tout un tas de tests. Et puis Total, il m'a embauché comme secrétaire. Et là, j'ai cru que j'allais périr d'ennui parce que je devais taper à la machine toute la journée des tableaux de chiffres, des tableaux de salaire, des bulletins de salaire, des choses comme ça. C'était horrible. Il était très sévère, il me faisait tout recommencer pour une virgule. Mais lui, c'était un être merveilleux et c'est devenu le meilleur de mes amis. Et vous lui Un frère. Il est devenu un frère. Et un jour, je lui dis, mais Pierre, comment se fait-il que vous m'ayez embauché? Il m'a dit, j'avais haut comme ça,
de curriculum vitae. Puis je lui dis, et pourquoi moi? Alors il m'a dit, mais je me suis dit, celle-là, elle n'est pas comme les autres. Et alors, il avait le sens de l'humour. Ça m'a beaucoup aidé, ça, on riait. On avait des fous rires terribles. Et un jour, il arrive et il me dit, personne n'est venu pendant que j'étais pas là. Alors je lui ai dit, si, il y a un monsieur qui est venu. Un monsieur, mais qui? Comment s'appelle-t-il? Je lui ai dit, oh zut, j'ai oublié de lui demander son nom. Alors il me dit, ah ça c'était intelligent, ah, je vous félicite. Alors il m'a passé un savon effroyable. Moi j'étais très penaud en lui disant, oui vraiment c'est idiot de ma part, excusez-moi, c'est bête. Ben écoutez, non, ce que je peux faire, je vais vous le dessiner. Alors, je lui ai dessiné, il m'a arraché le papier des mains d'un air de mauvaise humeur, puis il m'a dit, où est-il? Alors je dis, il est à l'atelier. À l'atelier, j'ai l'air fin moi. Alors il y va, avec son papier, puis 5 minutes après, il revient, il était tout rouge. Je lui dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Alors il me dit, mais quand je l'ai vu, c'était tellement ça que je lui ai éclaté de rire au nez, je suis parti. Et j'ai travaillé comme ça jusqu'à 10 jours avant la naissance. Et j'ai appris 15 jours avant qu'il y en avait 2. Ça, c'était la surprise. C'était la surprise. Vous aviez quel âge à ce moment-là? J'avais quand même 34 ans. Je gagnais ma vie surtout la nuit, parce que je tapais à la machine pour un avocat qui me déposait ses minutes et qui les prenait le lendemain matin. Et j'ai fait des traductions d'anglais. Et c'est là que j'ai été trouver un type qui m'a proposé des traductions d'anglais. Alors il m'a dit, est-ce que alors vous êtes agrégé d'anglais? Alors je lui ai dit non, je n'ai qu'un an de licence. Il m'a dit, un an de licence? Et moi je me suis dit, espèce d'idiote, tu n'arriveras jamais à rien si tu ne sais pas mieux te défendre. Alors il me dit, et vous avez eu beaucoup de traductions qui ont été publiées? J'ai dit, ah non, non. Il me dit, non. Ça alors, est-ce que vous acceptez qu'on corrige vos traductions? Je dis, oh oui, ça m'est complètement égal. Ça vous est égal? Ah ben quel numéro? Alors il s'est calé dans son fauteuil, il s'est mis à rire comme un fou. Il a dit, j'ai jamais vu personne comme vous. Quel numéro alors? Ah ben, ça me donne l'envie de vous donner votre chance après tout. Eh ben vous allez me faire tout simplement une traduction, et puis je vous dirai combien de contresens il y a, et puis on verra si on peut travailler ensemble. Ces traductions, c'était pas rigolo, c'était la description de nouvelles machines à papier. Alors, il y avait bien sûr des lexiques techniques qui m'ont aidé, mais au début, je pleurais en faisant ces traductions tellement c'était dur. Et puis, je me suis rendu compte au bout d'un moment que ça ne marcherait que si je comprenais comment marchait la machine. Alors, je lisais, relisais la traduction jusqu'à ce que je comprenne comment marchait la machine. Quand j'avais compris comment marchait la machine, ça a été plus simple. Alors donc, j'ai fait une traduction, je lui ai porté, et puis il m'a convoqué, il m'a dit, écoutez, vous êtes vraiment un drôle de numéro, parce que là encore, vous êtes une exception, il n'y a pas un seul contresens. Alors je vous donne votre chance. Et ça a été merveilleux, parce que c'était formidablement payé. Et je pouvais le faire chez moi, et je faisais la nuit, jusqu'à 3h30 du matin, levé à 7h. En nourrissant les jumelles. Quand j'ai pu mettre les jumelles en classe, que mon cousin m'a téléphoné en me disant que les imprimeries d'Annelle avaient acheté une petite maison d'édition qui s'appelait la Bibliothèque mondiale, et il m'a dit, écoute, je sais que tu cherches cette situation toute la journée, et je te verrai très bien avec cette équipe de gens qui sont très sympas. Il y a Louis Powell, Jacques Bergier, etc. Mais nous sommes vendredi, il faudrait que tu sois lundi à 9h rue de Berry. Alors j'ai trouvé en vitesse une promeneuse pour mes filles,
Et le lundi, j'arrivais tout haletante rue de Berry. Alors là, j'étais disposée à travailler comme un cheval. Alors, on m'a dit, ça ne vous ennuie pas de tenir le standard du téléphone? Mais non, pas du tout, je peux tenir un standard. Ça... Et puis, est-ce que vous pouvez éventuellement chercher des documents dans les bibliothèques? Mais bien sûr. Et puis, est-ce que vous pouvez faire les corrections typographiques? Mais naturellement. Et je faisais tout ça tout en même temps. Enfin, c'était très drôle. Mais enfin, je me débrouillais sur le tas. Par exemple, j'avais les épreuves de Guérépet que nous avons publiées à ce moment-là. J'ai fait les corrections typographiques. Et puis quand j'ai eu fini, on m'a dit, c'est très embêtant, Marcel, il y a 30 pages de trop. Il faut retirer 30 pages. Ben, je dis qu'à ça ne tienne, je vais retirer 30 pages. Mais pour retirer 30 pages, c'était un travail de Romain. Et il fallait quelquefois faire la soudure. Alors, comme il fallait expliquer qu'entre-temps Féodorovna était morte, il fallait que je fasse un raccord en quelques lignes. Froidement, je faisais mon raccord. J'ai écrit du Tolstoï. Ça, rien ne me faisait peur. Mais enfin, tout ça, ça a très bien marché. Et puis, voilà que ça a commencé à se détériorer au bout de 2-3 ans. Et le directeur, qui était un certain monsieur R, j'avais le sentiment qu'il en avait un peu assez de moi. Il m'a fait changer de service et il m'a mise à la comptabilité, ce qui était entre mille, ce qui ne me convenait pas du tout. Alors là, j'ai sombré dans la déprime. Et Gina a été opérée de l'appendicite à ce moment-là, je couchais à la clinique, je ne dormais presque plus. Et j'étais crevé, ça allait, le moral était à zéro, j'avais tous les ennuis de la terre, c'était affreux. Et puis un jour, je ne sais pas pourquoi, mon ange gardien, probablement, est encore intervenu. J'avais une envie de chialer épouvantable sur ma machine à écrire, et je me disais, il faut que je change, je ne peux pas rester là. C'est impossible, c'est contraire à mon tempérament, je ne peux pas rester là. Mais je vais tellement mal que je ne vois absolument pas ce que je pourrais faire, qui je pourrais aller voir, à qui je pourrais en parler, je ne sais pas. Tout d'un coup, j'entends Monsieur R qui passe en courant dans le couloir. Je n'ai pas réfléchi. Je me suis levé comme un ressort, je l'ai attrapé par le revers de son veston et je lui ai dit « Monsieur R, vous êtes très ennuyé parce que vous ne savez plus quoi faire de moi. » Et il me dit « Marcel, je n'osais pas vous le dire, il n'y a plus de place pour vous parce que nous avons racheté le club des Amis du Livre avec tout son personnel et il n'y a plus de place pour vous. » Et je lui dis « Si, il y a une place pour moi comme documentaliste. » Comme documentaliste? Je dis oui, vous ne savez peut-être pas que ma formation est beaucoup plus artistique que littéraire. Donc c'est un métier qui me conviendrait très bien. Il me regarde avec les yeux ronds, complètement assommé par ce que je lui dis. Et il me dit, écoutez, après tout, je vais tout de même en parler au comité littéraire. Une demi-heure après, il vient me taper sur l'épaule et dit, Marcel Crépy, vous êtes documentaliste au Club des Amis du Livre. J'ai cru que j'allais m'évanouir par terre. J'étais, dans un état de joie absolument folle. C'était incroyable. Quelques jours après, il m'a fait venir. Marcel, venez ici, venez m'expliquer quelque chose. Pourquoi m'avez-vous parlé l'autre jour dans le couloir? J'ai dit, monsieur Richaudot, je ne sais pas pourquoi. Une minute avant, je n'y pensais pas. Je ne sais pas,
J'ai été comme tiré par une ficelle pour aller vous parler à ce moment-là. Mais enfin, Marcel, vous avez bien vu que ça me dérangeait, puisque je courais presque dans le couloir tellement j'étais pressé. J'ai dit, mais oui, c'est vrai, j'ai vu que vous étiez pressé, mais je voulais vous parler à ce moment-là. Il me dit, vous ne savez pas pourquoi j'étais pressé? J'avais rendez-vous avec un documentaliste pour l'engager. Ça c'est raide quand même. Et votre ange gardien, il est intervenu souvent? Oui. Chaque fois que ça allait trop, il faut que ça aille très mal. Quand ça va très, très mal, alors là, in extremis, il me ramasse. Puis il faut que je me donne de la peine. Ça tombe pas tout cuit, je me réveille pas dans un palanquin en train de m'éventer avec un éventail. Pas du tout. Il faut que je trime. Mais c'est incroyable quand même. J'ai raconté ça souvent à des jeunes pour leur dire qu'il ne faut jamais perdre espoir et que les situations, ça se retourne en 2 minutes. Et vous avez vécu ça souvent dans votre vie? Plusieurs fois. Plusieurs fois. Et vous êtes retombé sur vos pattes? Ah oui. Et alors là, ça a été merveilleux parce que j'ai travaillé avec Louis Pauwels et j'ai été émerveillé par l'intelligence de ce type. La façon dont il écrivait, ce que j'adorais, c'est quand je lisais les corrections, quand il corrigeait un manuscrit. Il prenait une phrase, on avait l'impression qu'il la mettait sur un roulement à billes. C'était incroyable comme technique de la littérature, vraiment, c'était magnifique. Donc là, Et je partageais le bureau de Jacques Bergier, que j'adorais aussi, qui était un numéro sensationnel. Il s'amenait. Et vraiment, il a été considéré à cette époque comme un des grands cerveaux de notre époque. C'était un homme qui savait tout, qui avait une culture, il n'oubliait rien. Et pourtant, il avait été à Auschwitz et il avait perdu la mémoire à Auschwitz. Et je lui avais demandé comment il l'avait récupéré. Il m'a dit, mais c'est pas compliqué, tous les matins, je prenais 2 jaunes d'œufs mélangés à du cacao en poudre. Et c'est comme ça que j'ai retrouvé la mémoire. Voilà la recette. Et je partageais donc son bureau. C'était formidable. Il arrivait en traînant les pieds le matin en disant « La vie est un tissu de poignards qu'il faut boire goutte à goutte. » Ou bien il disait « Tout le monde m'en veut parce que je suis paranoïaque. » Et il avait des phrases comme ça que j'adorais. il ne manquait pas d'humour. Alors, au bout d'un certain temps, au Club des Amis du Livre, Louis Pauwels et Jacques Bergier, à la suite de la publication et du succès du Matin des Magiciens, ils ont décidé, pour s'amuser, de fonder la revue Planète. Alors là, ils se sont dit, c'est une folie qu'on se paye avec l'argent du Matin des Magiciens, mais on aura de la veine si un jour on avait 10 000 abonnés. Ce serait extraordinaire, mais il faudra des années pour ça. Je t'en fiche, c'est parti comme une traînée de poudre mondialement. Un succès mondial. Et là, vous travailliez pour eux en tant que documentaliste. Alors, documentaliste, je courais comme une folle entre la Bibliothèque nationale, les estampes, les imprimés, les musées, toutes les agences de photos possibles et imaginables. C'est dans ces années-là, mais plus tard, c'était bien déjà en 60, il me semble. Un jour, au comité littéraire qui avait lieu le lundi, Monsieur R dit « Mon Dieu, quel idiot, j'ai complètement oublié de chercher un illustrateur pour Sarn qui doit sortir le mois prochain. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Mais qu'est-ce qu'on va devenir? Personne ne va pouvoir faire toutes ces illustrations en un mois, c'est pas possible. Mais qu'est-ce que je vais faire? Mais à qui puis-je demander? Je ne sais pas encore une fois, une farce de mon ange gardien. Sarn, c'était un livre que j'avais adoré dans ma jeunesse, et je m'étais toujours dit, si un jour j'illustre un livre, j'aimerais illustrer Sarn.
Et je m'entends dire à Monsieur R, ben vous savez, j'ai une amie qui a toujours rêvé d'illustrer Sardes. Sûrement ça l'intéresserait. Alors il me dit, oui, mais vous vous rendez compte, en un mois, elle va nous demander une somme astronomique. Je dis, quelle somme donnez-vous d'habitude? Alors il me dit le prix. Je dis, non, je crois qu'elle marchera pour ça. Alors il me dit, vous croyez? Je dis, écoutez, c'est quelqu'un de parole. Si elle vous dit qu'elle le fera, elle le fera. Alors il me dit, ben écoutez Marcel, lundi prochain, vous venez avec 4 illustrations et on verra si le style nous plaît. Je passe la semaine en nuit blanche, tirant la langue. J'arrive le lundi rouge comme une tomate, je monte mes illustrations et tous ces messieurs se la passent comme ça, très critiques, les regardant n'importe comment, à l'endroit, à l'envers. Oh non, ça, celle-là, elle est moche comme tout, celle-là, pas trop mal, oh, celle-là, oui, celle-là est pas mal, etc. À la fin, Monsieur R dit, ben alors, on va voter. Quels sont ceux qui sont pour un maximum de mains levées? Bon, alors il me dit, bon, ben demandez à votre ami, mais on n'est pas sorti de l'auberge, parce que dans 3 semaines, il faut que vous m'ameniez 40 illustrations. Et vous croyez qu'elle arrivera à le faire? Je dis, écoutez, si elle dit qu'elle peut le faire, elle le fera. J'assure, elle est de parole. Alors, bon, pendant 3 semaines, l'horreur, les nuits, toutes les nuits, il passe. C'est effrayant. Mais en même temps, c'était captivant parce que j'étais heureuse de lire ce roman et heureuse de l'illustrer, ça me plaisait terriblement. Au bout de 3 semaines, j'arrive. Alors Marcel, ses illustrations. Alors, il recommence le même manège. Oh non, ça, celle-là, pas la mettre, elle est moche, ça. Oh, celle-là est pas mal, celle-là est bien, etc. Ça passe. Bon, bah, messieurs, quels sont ceux qui sont pour, quels sont ceux qui sont contre? Un maximum de mains se lèvent. Je dis, bon, bah, Marcel, ça y est, on les prend, ça va, c'est très bien. Vous direz à votre ami que c'est bien, elle a tenu ce contrat, c'est parfait. Ah, maintenant, le copyright, Marcel, vous allez m'épeler le nom de votre ami. Alors je dis, Marcel Crépy. Alors il y a eu un grand silence. Ils ont compris, ils ont ri comme des fous. Et ils ont été chics parce qu'ils m'en ont redonné d'autres après. Et surtout, il y a ça que j'aime bien. Et puis alors, quand on les voit dans la forêt, et avec eux, j'ai illustré le roman de Simenon. Oh, là, je ne sais plus comment ça s'appelle. Là, c'est dans ces petits bouquins. Coup de lune. Coup de lune. Et puis, Les enfants du bon Dieu d'Antoine Blondin. Et j'avais été ravie parce qu'Antoine Blondin avait dit à un de ses amis, voilà enfin un illustrateur qui a compris quelque chose à mon texte. J'avais été très contente. Mais ça avait été passionnant pour moi. Et alors après, quand j'ai quitté Planète en 66, et j'ai fait beaucoup d'illustrations après pour le festival du roman chez Talandier, qui paraissait tous les mois. Donc les images que vous aviez les images que vous aviez dans la tête quand vous lisiez le texte, oui. Ça se rapprochait un peu de votre passion de la peinture. Est-ce que vous faisiez un parallèle ou pas? Pas vraiment, mais dans le sens où il y a un côté... je suis classée dans les expressionnistes symbolistes. Et donc, j'étais assez attirée par les symboles. Alors là, ça m'aidait. Et puis, en feuilletant des gravures, je voyais certaines choses admirables, dont j'étais sûr que ça plairait à Pauwels, même en dehors un petit peu du sujet qu'il m'avait proposé. Et ça a été fascinant comme recherche.
Alors j'étais comme une folle à sillonner Paris en voiture. Pauwels défendait le réalisme fantastique. Il a soutenu énormément de peintres. Je ne me souviens plus très bien de tous les noms, mais il y a eu Topor, il y a eu Monasterio, Verlaine, il a beaucoup soutenu Verlaine, toute une quantité de peintres. Et il a eu la gentillesse de me faire une dédicace pour une exposition en mentionnant que je n'étais pas le genre de peinture qu'il soutenait. Parce que il a dit de ma peinture que c'était une peinture qui déliait le cerveau et le cœur. Et pendant toute cette période donc où vous avez travaillé, même depuis le moment où vous avez eu les jumelles, Oui. Est-ce que vous avez continué à peindre? Toujours. Parce que quand j'étais rue de l'Abbé Gilet, je peignais. Mais alors, il y a eu tellement de choses dramatiques. Un matin, au moment de partir en classe, les jumelles ont fondu en larmes. Elles avaient chacune un morceau de mon paysage sur leur robe et le chien avait le reste sur son arrière-train. Alors, désespoir, je leur ai dit, je vais vous frotter à l'essence de térébenthine. Merci bien, maman, on va asphyxier tout le monde. Enfin, ça a été un drame épouvantable. Je me suis dit, il faut que je trouve quelque chose. Et j'ai trouvé. Je peignais dans ma baignoire. C'est-à-dire, j'ai peigné à genoux, ma toile dans la baignoire avec un journal dans le fond. C'était même très commode parce que ça me soutenait, ça reposait mon bras. Et quand il y avait un coup de téléphone, je laissais tout là, personne ne se mettait de peinture nulle part. Ça a été Byzance, et je donne ce conseil-là à tous les gens, tous les peintres, malheureusement, ça arrive souvent, qui sont très mal logés. Et je trouve que c'est très pratique, la baignoire. Vous trouviez encore le temps de peindre? Pendant les vacances, je peignais un petit peu. Et puis un jour, j'ai été opérée, j'ai été en convalescence. Et étant à la maison, je me suis amusée à ranger mes tableaux et à les vernir. Et je les ai étalés autour de la salle à manger, la rue de l'Abbé Gilet. Et puis, comme j'avais été malade, des amis sont venus me voir, donc ils ont tous vu mes tableaux et ils m'ont tous dit, mais enfin, tu rêves, mais pourquoi est-ce que tu ne ferais pas une exposition? Et mes jumelles, qui avaient 10 ans, m'ont harcelé pour que je fasse une exposition. Alors, j'ai donc fait ma première exposition chez Jean Camion, rue des Beaux-Arts. J'avais exposé avant dans les salons, mais jamais une exposition personnelle, tandis que... Non, c'était pas c'est rue de Bourgogne, ma première exposition, à la galerie de Bourgogne. Les jumelles avaient 10 ans. Et là, stupéfaite, il y a quand même quelques personnes m'ont acheté des tableaux. Et mes jumelles ont pleuré en disant, tu crois qu'il va être heureux chez ces gens-là, ce tableau? Marcel, est-ce qu'on peut aborder maintenant la manière dont vous peignez? Oui. Eh bien, je peins de plusieurs façons. Et je peins par exemple d'une manière qui peut être considérée comme figurative, bien que, même quand c'est figuratif, c'est transposé. J'en fais un peu un motif décoratif où je souligne l'atmosphère étrange, enfin, qui m'a plu dans ce paysage. Mais je peux passer 100 fois devant un paysage sans avoir le moins du monde envie de le peindre. Et un jour, sous un certain éclairage, qui durera peut-être 5 minutes, c'est tout ce qui est dramatique, je suis bouleversé. C'est comme si le paysage prenait son sens particulier, qu'on comprenait que quelque chose allait beaucoup plus loin dans le sens de ce paysage. Et c'est ça que j'ai envie de rendre à ce moment-là. Est-ce qu'il y a quelque chose qui résonne, du paysage qui résonne en vous à ce moment-là? Est-ce que vous pourriez aimer comme ça? C'est difficile à expliquer. Quand j'ai peint le paysage, ou bien je ne suis pas contente, et je ne suis pas contente parce que je me dis ça n'y est pas. Et quand je réfléchis à ce qui n'y est pas, je suis incapable de dire ce que c'est. Et quelquefois, je suis très
très contente, j'ai une joie profonde parce que je me dis ça y est. Mais ce qui y est, je ne peux pas le dire. Mais j'ai l'impression que c'est quelque chose du domaine spirituel. D'accord. Alors, C'est comme le sens du paysage. est-ce que quand vous peignez en petit, pour vous Oui. rappeler du paysage justement qui vous a fait un clin d'œil, on peut dire, Oui, est-ce que quand vous allez le peindre en grand, vous retrouvez l'état, la sensation tout à fait. que vous aviez en le Absolument. voyant? Parce que c'est d'une telle force, je le retrouve instantanément. C'est quelque chose de très 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 fort. Et est-ce que votre ange gardien il est là-dedans par exemple, ou ça n'a rien à voir? Ben, je sais pas justement. Tout ça est tellement mystérieux. C'est possible. C'est possible. Parce que c'est très curieux. Et pourquoi on est poussé vers même un paysage, c'est très curieux. Et alors l'autre façon de peindre, c'est je me réveille un matin avec une image que je trouve sublime dans ma tête de quelque chose qui n'existe pas. Alors là-dedans, il y a les licornes, il y a le cavalier noir, il y a les hommes en bleu. Les hommes en bleu me poursuivent depuis longtemps. L'homme en bleu, c'est un homme en bleu de chauffe, c'est-à-dire en tenue de travail, c'est-à-dire quelqu'un de tout modeste qui ne se rend pas compte du rôle qu'il joue dans le tableau. Il passe dans un paysage et ce bleu fait que c'est comme la clé de voûte de toutes les couleurs du paysage. C'est le point, la clé de voûte de tout le paysage. C'est la chose importante du paysage, c'est cet homme en bleu. Et alors j'en ai fait toute une série, ils réapparaissent de temps en temps, ces hommes en bleu. Et j'en ai donné un à Powell quand il m'a fait sa préface. Il aimait beaucoup. C'était un homme en bleu qui marchait à l'automne comme ça. Et est-ce que vous êtes très attaché aux signes, aux symboles? Ah oui, quand même. Quand même, parce que par exemple, cette licorne qui me poursuit, les premières licornes que j'ai faites, c'était sans trop savoir pourquoi. Depuis, j'ai lu un peu de choses qui avaient trait à la licorne et on dit que c'est un animal qui est un symbole de pureté et de courage. Ça m'a plu. Ça m'a plu. Donc quand vous avez quand vous peignez des tableaux comme ça, avec des symboles, Oui, c'est que vous avez cette image, oui. elle vient de l'intérieur. Elle vient de l'intérieur, mais c'est comme une apparition dans ma tête. Et un matin, je me réveille avec ça dans la tête, je ne sais pas pourquoi. Et bien, c'est tellement fort que ça a besoin de sortir. Je vous les montrerai, les tableaux qui n'étaient pas comme ça. J'ai entre autres un homme en bleu qui est assis dans un square sur un banc avec les bras étendus. Et pour moi, c'est un peu un Christ, si vous voulez. Mais pour la plupart des gens, oh ben, c'est gentil ce bonhomme dans un square, c'est tout. Il est assis sur un banc. C'est le message. Est-ce que vous peignez beaucoup en ce moment? Oui, parce que j'ai beaucoup souffert toute ma vie de ne pas peindre comme je voulais. Alors maintenant, je m'en donne. Là, quand je reste un moment sans peindre, j'ai une sorte de malaise physique, très bizarre. Et je m'en rends compte, le jour où je recommence à peindre, je me dis, ah, mais maintenant ça va très bien. Qu'une sorte de potentiel électrique, un truc comme ça. S'il y avait besoin de quelque chose qui doit s'exprimer. Oui, c'est ça, et il y a une force électrique, je trouve. Et mes amis me disent la même chose ici. Et est-ce que vous pourriez nous
dire quelle vision vous avez de l'être humain. À l'être humain, je suis extrêmement triste. Je crois que je vais me rallier à l'opinion de l'abbé, comment s'appelle-t-il donc? L'abbé Gilet, justement. Quand il est mort, il a dit « Je suis triste de quitter l'être humain que j'aimais tellement, mais je reconnais qu'ils sont fous. » Et bien, voilà exactement ce que je pense. Je suis très attiré par les êtres humains. Ce sont mes frères, pour moi. Je crois que c'est la chose que j'ai gardée de ma formation catholique. Quand j'étais petite et qu'on nous a dit cette parole du Christ, aimez-vous les uns les autres, je me suis dit, ah ben voilà, c'est comme ça que tout ça, ça doit marcher. Si c'est comme ça peut marcher. Et j'ai trouvé ça admirable. Et donc, quand j'étais petite, je me disais, j'aime tout le monde. Et quand on me disait de dire mes prières, je priais pour papa, maman, les frères et sœurs et tout ça. Puis un jour, je me suis dit, mais c'est dégoûtant. Et l'épicière alors? Et le boucher? Et le forgeron qui est sur la route? Je prie jamais pour eux. Alors je me suis mise à avoir des prières qui n'en finissaient plus. Parce que je voulais caser tout le monde. Mais je trouvais que c'était la solution vraiment merveilleuse. Mais je me rends compte que c'est impossible. Les gens se détestent. Que ce soit dans les familles, que ce soit dans les lieux, même une maison comme ici, il y a des gens qui se détestent. Ils me fatiguent à se détester, tout, c'est terrible. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi ils n'ont pas trouvé le moyen de surmonter ça. Dès qu'il y a un litige entre humains, on prend son bateau et on se tape dessus. Que c'est comme ça dans n'importe quel pays et tout le monde en est là. Et on n'avance pas d'un centimètre. On avance en technique, mais dans la valeur morale de l'être. Et qu'est-ce que vous voudriez transmettre, par exemple? Moi, je crois que l'amour, c'est ce qu'il y a de plus beau sur la terre. Toutes les formes d'amour. Je trouve que c'est la chose importante sur la terre, et puis point final. Tout le reste, c'est du bidon à côté. C'est du toc, enfin, c'est du toc. Quand vous voyez vos enfants, vos petits-enfants, est-ce que vous leur parlez de... C'est terrible, ah oui. Ah, ça, j'ai un dialogue avec eux, c'est le bonheur. Avec mes filles, c'est absolument fabuleux le climat qu'il y a, et avec les 6 petits-enfants. Ça, j'ai une veine folle. Et c'est très curieux. C'est difficile de transmettre après aux enfants ce qu'on peut avoir. On voudrait tellement les armer jusqu'aux dents. Pour mes petits-enfants, moi j'ai si joli trésor, compagnon de la Marjolaine. Moi j'ai si joli trésor, gai, gai, de sur le quai. Alors c'est par rang d'âge. Mon premier s'appelle Julien, compagnon de la Marjolaine. Mon premier s'appelle Julien, gai, gai, de sur le quai. Mon deuxième s'appelle Thomas, compagnon de la Marjolaine. Mon deuxième s'appelle Thomas, gai, gai, de sur le quai. Mon troisième s'appelle Olivia, compagnon de la Marjolaine. Mon troisième s'appelle Olivia, gai, gai, de sur le quai. Mon quatrième s'appelle Pierre, compagnon de la Marjolaine. Mon quatrième s'appelle Pierre, gai, gai, de sur le quai. Mon cinquième s'appelle Nicolas, compagnon de la Marjolaine. Mon cinquième s'appelle Nicolas, gai, gai, de sur le quai.
Mon sixième s'appelle Claire, compagnon de la Marjolaine. Mon sixième s'appelle Claire, gai, gai, de sur le quai.